Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Kenya. Dans l'actualité nationale également, séance de clôture de la première session extraordinaire de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale concernant le conflit libyen, nouveau pourparlers sur la crise libyenne à Genève en Suisse. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel les lettres de créance du nouvel ambassadeur et premier ambassadeur du Kenya résidant à Djibouti, John Mwangemi. Dans une allocution faite à cette occasion, le nouveau chef de la représentation diplomatique kenyane à Djibouti, John Mwangemi, a transmis au président Guelleh les salutations et les meilleurs vœux de nouvel an de son frère et ami, le président Uhuru Kenyatta. Il a déclaré que les relations de longue date et étroites entre Djibouti et le Kenya ont été caractérisés par un lien d'amitié commun, un respect mutuel et une foi inébranlable dans l'avenir du continent. Nous partageons une vision commune d'une Afrique unie, avec un engagement commun à œuvrer pour bâtir une Afrique libre, sécurisée et prospère pour tous nos citoyens et les futures générations, a déclaré le diplomate kényan. L'ambassadeur a évoqué notamment la visite officielle du chef de l'État au Kenya en 2018, visite qui témoigne de la volonté du président Ismaël Omar Guelleh et du président Uhuru Kenyatta d'évoluer les relations de coopération entre les deux pays. Par ailleurs, l'ouverture de l'ambassade du Kenya à Djibouti témoigne de l'importance accordée à l'intégration régionale, à la promotion de la paix et de la sécurité et à l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques. Je suis honoré et privilégié d'être le premier ambassadeur du Kenya auprès de la Grande République de Djibouti. À cette fin, je promets de travailler sans relâche en collaboration avec votre gouvernement afin de garantir la mise en œuvre des accords et des protocoles d'accords signés lors de la visite de votre Excellence, a-t-il exprimé. De son côté, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate kényan à Djibouti, affirmant que sera soutenue donc sa mission au cours de son séjour à Djibouti. Également dans l'actualité, sous la conduite de son président Mohamed Ali Hamed, l'Assemblée nationale a organisé aujourd'hui sa session de clôture de la première session extraordinaire de l'année 2020. Cette plénière dans les arcanes de l'hémicycle a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel, des ministres, de l'ensemble des parlementaires. L'ordre du jour porté sur l'examen du double corpus suivant, à savoir projet de loi portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, projet de loi portant ratification de l'instrument d'amendement de 1986 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, projet de loi portant création de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, projet de loi également portant création du Fonds souverain de Djibouti, projet de loi portant ratification du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine et un projet de résolution modifiant un article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Concernant l'ordre du jour, l'auditoire a engagé un débat conséquent illustré par les différentes interventions des élus du peuple à l'endroit de l'exécutif et des éclairages apportés par les membres du gouvernement en réponse. Et durant l'examen des différentes dispositions, plusieurs thématiques plus globales ont été abordées, telles que la bonne gouvernance publique, la reddition des comptes, le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, le rayonnement de la République de Djibouti sur les scènes continentales et internationales, les règles juridiques afférentes aux sociétés des zones
franche, l'optimisation du cadre institutionnel et structurel de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Au terme de discussions, les élus du peuple ont adopté les différentes dispositions soumises à leur examen avec amendement pour certaines d'entre elles. Notre assise, lors de cette matinée, vient clore jusqu'au mois de mars l'adoption de textes juridiques dans le Cénacle de la représentation nationale. L'agenda de cette séance publique, comme je l'ai mentionné, porte sur 6 textes. Il est hautement important de dire que la réforme dont les tenants et aboutissants vous seront développés dans le rapport de la commission compétente et avant tout en conformité avec une tendance qui se démarque dans les différents parlements nationaux de la planète. Et avant l'adoption de 6 projets de loi à l'ordre du jour de la séance publique de ce matin, un débat fructueux et riche s'est déroulé entre les parlementaires et les différents membres du gouvernement. La diplomatie djiboutienne, la création d'un fonds souverain, la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, ainsi que la mise en place d'une autorité de régulation multisectorielle ont donné lieu à des questions intenses de la part des parlementaires. Plusieurs parlementaires, dont Oumou Mohamed Hamid, Ilyas Ahmed Hassan, Roda Ahmed Ali, Ougoulé Kiflé et Abdou Sikié, et bien d'autres sont montés au créneau. Les échanges étaient vifs et nombreux, mais c'est très intense et houleux sur le projet portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Écoutons aussi des Soudan les questions des parlementaires. Notre pays a adhéré à plusieurs conventions internationales tout en étant membre actif de l'OMS, Conseil des droits de l'homme, du COMESA, siège de l'IGAD, et notre situation géographique et stratégique. Plusieurs bases militaires françaises, américaines, chinoises, japonaises sont implantées. Nous avons actuellement le rôle de hub sur le sous-région. Si je cite certains exemples, à l'Union africaine, nous avons des cadres qui travaillent à l'ESF, l'Organisation régionale pour la promotion de la paix. Notre pays a servi pendant 2 mandats au sein du Conseil de paix et sécurité en l'Union africaine, 2011 à 2014. Actuellement, nous sommes en lice avec le Kenya pour le siège non permanent au Conseil de la sécurité de l'ONU en juin prochain. Pour cela, au nom de toute l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés et travaillerons de pair pour réussir notre défi. Suivez vos efforts pour promouvoir notre pays et vive mes félicitations. Ma question concerne la société Green All Investment Holding. Avant que cette société participe au fonds souverain, qui est cette société? Pourquoi la création, ces comptes comptables ne passent pas à la représentation nationale? Merci. Pour appuyer cette loi et faciliter son application, je voudrais faire une recommandation concernant le fonds d'appui qui sera créé pour une meilleure prise en charge des victimes de violences. Pour cela, je recommande que le fonds d'appui soit alloué à une structure déjà existante, en l'occurrence le centre de cellules d'écoute, qui pourrait renforcer ses actions de sensibilisation, de prévention, mais aussi de protection pour les femmes et les enfants. Je pense que la question des violences faites aux femmes et aux enfants n'est pas quelque chose de très important en République de Djibouti. Ce n'est pas pour mettre donc en cause les propositions de Madame la Ministre, mais il faut s'occuper à des urgences. Il n'y a pas des enfants qui sont victimes de violences en République de Djibouti, à moins que nous ne sommes pas en train de copier les cultures et les problèmes de société donc évoluées et capitalistes. Donc il y a des problèmes entre des enfants et des enfants, des secteurs donnés, des quartiers donnés et des autres quartiers. Si je me trompe, les parlementaires vont me corriger, mais je crois que ce projet doit être renvoyé au clan grec. Quelles seront les réelles retombées que
que la population en bénéficiera de la mise en place de cette régulation. Peut-on espérer une réduction ou une baisse des tarifs des services de l'énergie et des télécommunications à travers ces projets de loi portant régulation de ces deux secteurs? Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Peut-on dire que ARMD est autonome d'un point de vue administratif, juridique et fonctionnel? Ma deuxième question, pourquoi se focaliser spécialement sur le TIC et l'énergie seulement? Pourquoi ne pas avoir privilégié l'eau indispensable à la survie de nos concitoyens? Merci. Et par la suite, les gouvernements ont pris la parole pour répondre aux interrogations des parlementaires sur les projets à l'ordre du jour de cette séance. Le souci de la diplomatie djiboutienne est de rayonner. Il est difficile de rayonner quand on n'a pas beaucoup de représentation partout. Mais nous sommes un petit pays et nous sommes en concurrence avec beaucoup d'autres pays. L'Union africaine choisit ses cadres sur la base de concours. Et souvent, ces postes-là sont annoncés à travers des vacances sur le site de l'Union africaine. Et ce sont les Djiboutiens eux-mêmes, les cadres, qui se présentent avec leur CV. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un cadre est compétent, il n'a pas besoin de l'intervention du gouvernement. Il est immédiatement pris. Maintenant, il y a les questions, les postes politiques. Pour les postes politiques, la concurrence, elle est rude aussi. Il faut savoir qu'on n'accepte pas un poste de directeur parce que le ministre des Affaires étrangères va vous écrire un papier. On n'accepte pas un poste de commissaire parce que Djibouti a une bonne politique au sein de l'Union africaine. Il faut qu'on travaille davantage. Il faut savoir aussi que les cadres djiboutiens qui sont déjà dans ces organisations sont des cadres appréciés et compétents. Nous en avons 6, mais ce sont 6 de la crème des crèmes. Et je crois qu'on doit aller de l'avant. On a un envoyé spécial qui essaye de gérer la crise au Sud-Soudan. Un petit pays comme Djibouti qui est placé au devant de la scène africaine pour pouvoir régler un problème extrêmement compliqué. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Le docteur Ismaël Ouaïs est envoyé spécial de l'IGAD pour le Sud-Soudan. Nous avons également, comme l'a signalé l'honorable député Ouma, nous sommes dans le conseil exécutif de l'OMS, nous sommes membres du Conseil de paix et de sécurité. Nous allons également gagner cette bataille pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, Inch'Allah. Great Horn Investment, c'est les bras financiers de l'autorité des ports et des zones franches. Vous savez, dans le jargon financier, on appelle ça Special Purpose Vehicle, pour tout ce qui est investissement stratégique dans le secteur portuaire et des zones franches. Et à ce titre, Great Horn Investment Holding, et a également un partenaire qui est China Merchant Capital. Mais c'est une société qui est quasi, je ne dirais pas exclusivement, mais très majoritairement contrôlée par la République de Djibouti à travers Great Horn Holding. Maintenant, par rapport au fonds souverain, le fonds souverain va avoir le contrôle de Great Horn à concurrence de 40%, sachant que Great Horn n'est pas une entreprise qui est 100% une djiboutienne où il y a une partie, et en tout cas par rapport à notre partenaire. Ce texte, comme je le dis et je le répète, il met l'accent sur deux aspects qui manquent dans notre paysage djiboutien. Il s'agit de la prise en charge et de la prévention. Ne nous cachons pas la face. Il existe des violences dans notre pays. D'accord? Et on vous a donné des exemples. En 2007, on était à 700 cas de personnes venant se plaindre de violences. Aujourd'hui, en 2019, nous avons triplé. On en est à plus de 2000. Je défie qui que ce soit dans et qui a lu ce document, s'il existe des propos ou des mots qui vont à l'encontre de notre tradition, de notre religion, je vous assure qu'on les retire immédiatement. Soyons responsables et assumons-nous. C'est tout ce que je demande. Donc, on ne copie ni l'Occident, on ne copie ni d'autres pays, et encore moins, nous ne cherchons pas des financements pour des financements. Tout ce qui a été fait
pour le bien-être de la famille. Tout ce qui a été fait à l'encontre des violences, nous l'avons fait avec nos propres moyens. Madame Roda a fait une proposition pour les fonds. Je l'ai dit dans la commission, je le redis en temps nécessaire. Ce fonds-là va servir à la cellule d'écoute, mais va servir à toutes les structures qui existent et qui vont prendre en charge les enfants et les familles face à cette violence. Maintenant, vous m'avez posé une deuxième question. Quelles sont les prédispositions antérieures à cette loi que le gouvernement a pris pour prendre en charge les enfants violentés? Il y a la police qui a mis des structures en place, il y a la gendarmerie qui a mis des structures en place, il y a le ministère des Affaires sociales qui a mis des structures en place. Dans les ministères sociaux, il existe des services sociaux qui prennent en charge ces enfants. Et il existe une plateforme d'échange, de coordination, de collaboration pour la prise en charge de ces enfants. Et cette loi ne va venir que acter et confirmer et renforcer l'existant. Des femmes, des enfants sont violentés. Ce n'est pas simplement une petite guéguerre entre des enfants. La situation est grave. Je vous assure, parfois, peut-être, on veut se cacher la face, parfois, on ne veut pas accepter la réalité, parfois, on veut se dire tout ça est loin de nous. Non, c'est à côté de chez nous. Oui, c'est une réalité qui existe. Il y a des femmes qui sont violentées, il y a des enfants qui sont violentés, et ce n'est pas, ce texte n'a pas été élaboré pour gérer les petites bagarres dans les quartiers. Non, il a été élaboré pour renforcer ce qui existe et surtout apporter des réponses à des manquements. Je dis, c'est pour la prévention et la prise en charge. Donc, il existe des personnes violentées, Monsieur Ougouré. Et outre les membres du gouvernement, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a également pris la parole pour argumenter et compléter les éclaircissements des membres du gouvernement sur les différents projets de loi à l'ordre du jour. On l'écoute. Quelque chose qu'on invente. Ça existe dans le pays, la violence existe. Ça existe, comme disait un député, entre les quartiers, entre les enfants, mais ça existe à l'intérieur de la famille. Et vous connaissez qu'il y a eu des drames. Il y a eu des drames dans le pays, dans certains quartiers, où il y a eu des morts. Sentences exécutées par un adulte. Il y a des violences inouïes dans ces pays. Et ces violences inouïes que nous allons combattre. Nous allons combattre ça. Par la législation, bien sûr. Par l'éducation. Mais nous sommes en train de combattre cela. L'autorité de régulation. Vous avez parlé de... Est-ce qu'elle est les retombées pour la population? On dit que dans le corps de loi qu'il va y avoir une autorité de régulation qui aura pour rôle de fixer quelquefois des tarifs de l'énergie ou de télécommunications, tout le temps. Donc cela veut dire que à l'heure actuelle, c'est une direction des établissements qui fixe les tarifs énergétiques et les tarifs de communication. Là, c'est beaucoup plus large, une autorité beaucoup plus importante qui a d'autres intérêts, c'est-à-dire les intérêts de la population d'abord. Alors que la direction de télécom ou de l'EDD, la première des choses, quand il fixe les tarifs, c'est qu'il calcule quelles sont les charges et quelles sont les recettes. Et en ce moment-là, en fonction de ça, ils essaient de voir quelle est la marge bénéficiaire qu'ils peuvent avoir. Là, ce n'est pas pareil. Là, c'est l'autorité elle-même qui va fixer ces tarifs en fonction d'un besoin social du pays. Donc là, vous allez quand même, c'est sûr qu'il y aura une retombée pour la population, même si les tarifs fixés sont beaucoup plus bas que les charges. L'autorité doit trouver les solutions nécessaires, mais elle va maintenir un tarif plus bas. Ça, c'est une retombée non négligeable. Leurs capitales seront ouverts effectivement à la concurrence. Mais une chose, il faut savoir que cette concurrence, on ne va pas
les laisser comme ça pour que tout le monde rentre et achète parce qu'ils ont de l'argent, ils vont acheter des parts dans le capital. Non, ce n'est pas ainsi. C'est toujours dans la même idée que les tarifs, que l'autorité de régulation qui voit ça. Ce qui peut porter atteinte à l'intérêt de la population ou à l'intérêt de l'État en général ne seront pas acceptés. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert un capital et qu'un milliardaire viendrait pour dire j'achète tous les parts de télécommunications ou de l'énergie que l'autorité de régulation va accepter. Non. L'autorité de régulation a toujours le problème de l'intérêt général. L'intérêt général de la population et l'intérêt général de l'État. Donc, la concurrence sera ouverte, c'est vrai, mais à des conditions bien précises. Et enfin, les travaux de la séance publique de ce matin ont été clôturés par le discours du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed. Il a précisé que la séance d'aujourd'hui clôturait 4 mois de travaux en commission et en plénière. On l'écoute. Nous voilà à la fin de la deuxième session extraordinaire qui marque la fin des sessions de l'an 2019. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom de la représentation nationale et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation effective et active à différentes commissions constituant notre Assemblée nationale. Au terme de près de 4 mois de travaux en commission et en plénière, la séance publique d'aujourd'hui clôture la première session extraordinaire. Le débat d'orientation budgétaire mené en concertation avec le gouvernement consiste à cibler et conforter les secteurs disposés à accroître l'essor économique. Rappelons que la loi de finances 2020 s'est assignée 5 principales orientations. Par ailleurs, le projet de loi et la proposition de résolution qui était à l'ordre du jour constituent des mesures significatives avec d'autres projets de loi en cours d'examen pour aboutir à la bonne gouvernance. Cependant, je me réjouis personnellement et particulièrement du travail accompli dans le cadre du projet de loi portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Un atelier visant la création d'un caucus des femmes et d'un caucus sur le genre a eu lieu en octobre 2019. Le caucus des femmes parlementaires djiboutiennes a vu le jour en décembre 2019. Un atelier pour les jeunes parlementaires a eu lieu en janvier 2020. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, nous pouvons nous réjouir du bon déroulement de la conférence de l'Union parlementaire africaine qui a réuni en novembre dernier plus de 29 pays africains et observateurs et près de 300 participants. C'est la première fois que notre institution rassemble autant de participants et cela contribue à la valorisation de notre pays à travers l'Afrique en particulier et le monde en général. Nous venons d'organiser un atelier pour la mise en place du groupe parlementaire sur la population et le développement en partenariat avec la FINIAP. Ce groupe procédera prochainement à une caravane parlementaire dans les régions de l'intérieur, aux membres du gouvernement et à l'ensemble des députés pour vous dire combien de fois j'ai éprouvé un réel plaisir de travailler avec vous tout au long de cette période. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sur ce, la séance est close. Toujours en nouvelles du pays, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a répondu présent à l'appel aux dons de sang lancé par les militants du parti RPP, accompagné donc du ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, et de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des parlementaires affiliés au parti RPP. Le Premier ministre a fait œuvre de don de soi dans le cadre de la collecte de sang organisée au sein du siège central du parti. Et cela donc pour répondre à la demande de poches de sang dans les blocs opératoires et les blocs d'accouchement des hôpitaux de référence que les militants du premier parti du pays ont tenu à faire ce geste salutaire et humain pour sauver des vies djiboutiennes.
À travers ce noble geste, le Premier ministre a montré la voie à tous les citoyens djiboutiens pour lui emboîter le pas en participant en masse à cet élan de solidarité patriotique par le biais de dons de sang. Une initiative louable de dons de soi de la part de plusieurs cadres et militants du RPP qui auront permis de recueillir une quantité importante de poches de sang destinées à soulager les patients djiboutiens, notamment pour les femmes, donc lors des accouchements ou en couche lors des césariennes. Et dans son intervention, après avoir donné son sang, le secrétaire général du parti RPP et ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, s'est réjoui de faire partie de cette action de solidarité et a rappelé que donner son sang était un devoir citoyen. On l'écoute. waxaas oo ku dhan aan ka hadlayna maanta marnaba ma suurto gasheen haddaanan zakariye iyo dhakhtarkii iyo intii maaragtay khaasatan dhiiggani maaragtay kaydintiisa iyo hayntiisa aanan maaragtay maanta nala garab joogin dhakhtarro ayaa jooga halkan oo maaragtay horta eegaya inta dhiigga la shubin mas-uuliyiintii dhakhtarku way nala joogaan haddii ay infirmiye noqdaan infirmiye major iyo technicien ilaa iyo directeur generaalka peltier wuu nala joogaa waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hambalyo waanan nii qornay waxaanan u baahannahay inaan sidaas ku garab galno intii meelaha maaragtay unugyada aan ku gaari weynana xisbiga iyo taageerayaashooda waxaan jecelnahay inay gaarsiiyaan meelihii kale ee looga haddii CDC noqoto haddii dariiqyo la joogsado waa arrin muhiima oo muujinaysa kalgacaylada aan dadkeena u qabno. Et de son côté, le Premier ministre et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil, a rappelé que donner son sang est une autre façon d'aider ses compatriotes. Ce précieux liquide permettra d'aider lors des différentes opérations chirurgicales, notamment pour la maternité de Dar al-Hanan, lors des accouchements et les femmes en couche lors des césariennes. On l'écoute. Les gens qui sont malades, absolument. Voilà, c'est un karatat, meel kastana laga qaado meel xaafad kaste oo dad oo volontaire laakiin sida qasab maaha waa qof inuu ogolaado inuu dhigo siiyo. Et toujours aux nouvelles du pays, le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale se sont réunis ce mercredi au Djibouti Palace Kempinski autour d'un atelier sur l'économie digitale. Et cette réunion a vu la participation du ministre Ilyas Moussa Daoualé, du directeur général de Djibouti Télécom, du secrétaire général de la communication et du secrétaire général des affaires sociales, du directeur de la DDS et représentant de la Banque mondiale. En effet, dans le cadre d'une mission de la Banque mondiale sur le projet d'assistance technique pour le financement des petites et moyennes entreprises que cet atelier a eu lieu. Et lors de cet atelier sur l'économie digitale, la Banque mondiale a fait une présentation des résultats de l'évaluation de Djibouti par rapport aux piliers nécessaires à l'essor de l'économie digitale. La présentation donc s'est poursuivie avec la comparaison de Djibouti à la région du monde comportant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient afin de déterminer la stratégie et le plan d'action pour améliorer la performance de Djibouti et par la même occasion rendre possible l'ambition d'avoir une économie digitale et intégrée dans la région. Et dans le cadre de sa participation au 3e forum pour l'investissement de l'Afrique à Tunis, en Tunisie, le ministre du budget, Abdelkarim Aden Cher, a été reçu hier par le président tunisien Khaïd Saïd. Un entretien qui a vu la participation de nombreux responsables africains, dont des ministres, et au menu des discussions, les voies et moyens de développer davantage le climat des investissements en Afrique. Et cette réunion a vu la participation du directeur de l'ANPI, du chef du cabinet ainsi que du conseiller spécial du président de la République. C'est important.
Et j'espère qu'Allah va l'assister. Cette vision, ce nouvel paradigme que l'Afrique a besoin. Je crois que l'Afrique n'a plus besoin de qui que ce soit. Nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Tunisie, à Djibouti, en RDC. Je crois que nous devrons regarder ce que nous avons pour le changement de l'Afrique. Et cette image, votre président représente. Et je crois qu'on va en profiter, on va amener quelque chose de Tunisie dans nos pays. Je vous remercie. Et dans la continuité de ces opérations de contrôle, les agents contrôleurs du ministère du Commerce ont mené aujourd'hui des opérations de contrôle inopinées de grande envergure, notamment dans la cité Al-Hiba. Il s'agit à travers cette campagne de protéger le consommateur contre la hausse illicite des prix et la vente de produits alimentaires de mauvaise qualité et sensibiliser dans ce sens les opérateurs économiques sur leurs obligations légales et réglementaires. Force est de rappeler que le ministère du Commerce suit de près la situation des prix de toutes les denrées alimentaires les plus consommées sur le marché national pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et faire face à toute opération de fraude touchant les questions de prix, de qualité et la qualité également de ces produits. Au cours de cette mission dans le quartier Al-Hiba, il a été constaté que les prix pratiqués par le pétrole lampant, le kérosène notamment, dépassait largement les prix fixés par le ministère du Commerce, ainsi que la vente des produits alimentaires périmés de sucre et farine. Toutes ces denrées périmées ont été saisies par les contrôleurs du ministère du Commerce et de convocations ont été distribuées aux responsables des boutiques pour qu'ils se rendent au ministère. Plusieurs boutiques ont été fermées suite à la vérification donc et au trouvaille des denrées périmées. En dernier lieu, le ministère du Commerce saisit cette occasion pour lancer encore une fois un rappel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère. Dans le cadre du championnat national de football féminin, la Fédération djiboutienne de football a organisé ce matin une cérémonie de remise officielle des matériels et équipements sportifs aux chefs d'établissement ainsi que les présidents des équipes de football féminin. L'événement s'est déroulé au sein du stade municipal où le centre technique national, en présence du vice-président de la FDF, du directeur de l'enseignement et du chef de service du sport ainsi que de la présidente de la commission football féminin, Oureisha Ali. En outre, de nombreux chefs d'établissement, des responsables des équipes de foot féminin, les staffs de FDF ainsi que les enseignants d'EPES ont également pris part à cette cérémonie. À noter que ces matériels sportifs comprenaient notamment des maillots, des shorts, mais aussi des équipements de basket et de handball. Ces lots de matériel seront distribués aux différentes équipes. Recevoir le don de l'équipement de la Fédération djiboutienne de football. Comme vous le savez, il y a eu une convention entre la Fédération djiboutienne de football et le ministère de l'Éducation nationale. Une convention qui stipule que la Fédération djiboutienne de football, c'est une des politiques de la Fédération djiboutienne de football pour développer le football féminin. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le sous-préfet du 2e arrondissement, Moustapha Ousmane Roblé, a procédé à l'arrestation de 2 individus pris en flagrant délit en déversant des déchets domestiques sur les artères publiques et les chaussées. C'est un acte purement incivil. Le sous-préfet du 2e arrondissement a clairement fait savoir à toute personne, qu'il soit citoyen ou étranger, pris en déversant des détritus sur les artères seront arrêtés. Et ce n'est que le début, a-t-il indiqué. Les services des forces de l'ordre sont garants de l'application de ces règles mises en place au niveau de toutes les sous-préfectures et des communes de Djibouti-Ville. Ce genre d'arrestations vont se poursuivre jour et nuit afin de garder l'environnement propre et sain. Le sous-préfet du 2e arrondissement, Moustapha Ousmane, a remercié les forces de l'ordre et a convié et a rappelé donc que ces genres d'actes se poursuivront dans toutes les sous-préfectures de la capitale. Et là, nous passons à l'actualité internationale. De nouveau, pour parler sur la crise libyenne, sont en cours à Genève. La suite dans ce commentaire. Les représentants des 2 parties libyennes sont arrivés à Genève en Suisse depuis lundi pour une négociation engagée sous l'égide des Nations Unies et de son chef de mission pour la Libye, Ghassan Salamé. C'est la première fois que les 5 officiers supérieurs du camp du maréchal Khalifa Haftar et de celui du Premier ministre Fayez al-Sarraj se rencontrent. Les 10 représentants souhaitent parvenir à un accord en Libye, selon le chef de mission des Nations Unies, Ghassan Salamé.
Moins d'un mois après la conférence de Berlin, les partis veulent mettre fin à la fragile trêve en Libye, mais les chances de succès restent minces. Les discussions se poursuivent jusqu'à jeudi. Un sommet de l'Union africaine consacré à la crise en Libye s'est déroulé à Brazzaville au Congo la semaine passée. Cette réunion a décidé de l'organisation d'un forum de réconciliation nationale entre des frères libyens qui ne se parlent qu'à travers les armes pour l'instant. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellence de programme sur Télé Djibouti.